Professeur Didier Raoult, que pensez-vous du résultat des élections législatives qui se sont tenues dimanche dernier? Écoutez, moi, à titre personnel, c'est ma nature, je suis hostile à l'hégémonie, c'est-à-dire à la domination totale, avec un seul groupe, que vous appeliez ça la doxa, que vous appeliez ça la pensée unique, et en particulier dans le domaine de la santé. En plus, quand il y a des gens qui sont pas extraordinairement compétents, qui imposent un mode de pensée, une loi, et qui interdisent de penser, de faire autrement, je pense que il est temps de présenter des alternatives pour que les gens leur demandent quel est le rationnel de ça. Par exemple, je pense à l'interdiction d'utiliser l'azithromycine dans autre chose que l'angine, un streptocoque, qui a fait l'objet d'une déclaration de ministre de la Santé, enfin l'ancien, parce que comme je vous l'ai dit, il faut un peu de patience parce qu'il tourne, plus ou moins vite d'ailleurs. Mais de mettre au journal officiel qu'on ne peut plus donner dans les infections, dans les angines, que les gens qui ont un strepto-test positif, c'est de l'autorité basée sur de l'ignorance. D'accord? L'azithromycine, il n'y a pas d'indication d'azithromycine dans le traitement des angines à streptocoque. Tous les streptocoques sont sensibles au bêta-lactamine, et donc c'est l'ampicille, le traitement de ça. Le prétexte selon lequel on donnerait moins longtemps l'azithromycine que l'ampicilline n'est pas justifié par l'objectif qui est affiché, c'est-à-dire diminuer le temps du portage pour éviter une maladie qui n'existe plus depuis 30 ans dans le pays, qui est le rhumatisme articulaire aigu. Tout ça n'a pas de sens. Vous irez dans un autre pays, les États-Unis, eh bien, ce qui sera recommandé pour les angines, c'est de donner de l'ampicilline ou de l'amoxicilline, pas du tout de l'azithromycine. Mais l'azithromycine est recommandée pour le traitement des pneumonies aux États-Unis, et elle n'est pas au Vidal, elle n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les pneumonies en France. Donc tout ça n'est pas de la science. De nous faire croire que c'est de la science, c'est la preuve de l'ignorance au pouvoir. Donc quand on veut être autoritaire, au moins, il faut avoir un niveau de connaissance qui ne soit pas des lieux communs, rabâchés dans des environnements peu scientifiques, qui ne sont pas posés la question de savoir comment les choses étaient. Donc, j'ai trouvé qu'effectivement nous étions passés dans une période, pas qu'ici, dans le monde, vraiment d'hégémonie du discours scientifique, qui finit par dire que les gens n'ont pas le droit de manger du curcuma, qu'ils n'ont pas le droit de prendre de la vitamine D, mais tout ça est devenu fou. C'est cette espèce de certitude qu'il n'y a rien d'autre à faire que de donner des médicaments nouveaux qui coûtent très cher et qui ne marchent pas, est devenu quelque chose qui est insupportable. Donc j'espère qu'effectivement, il y aura un débat là qui amènera les gens à expliquer comment ils prennent des décisions de cette nature qui ne sont pas basées sur de la science, et que les assemblées feront leur métier, c'est-à-dire écouter les sachants pour pouvoir valider ou ne pas valider des décisions qui interdisent des produits anodins à la prescription chez les médecins ou à l'auto-prescription, vous savez, du curcuma. Je ne sais pas ce que vous fait comme mal le curcuma. Il faut arrêter d'avoir des opinions sur le curcuma. Enfin, c'est cette histoire. Donc, tout ça est un problème. Moi, j'en ai souffert parce que la presse est engouffrée dans cette espèce d'hégémonie qu'elle aime bien, parce que elle adore les messages simples, si vous voulez, et que donc, quand un gouvernement a des messages très simples, la presse adore ça, c'est comme ça. Et donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver en face de journalistes qui m'expliquaient à moi mon cœur de métier de la science. Après, je vous expliquerai ce que j'en pense au fond. D'accord ? Donc, c'est bien. Je suis content d'ailleurs que François, qui est une partie de la presse résistante, explique que c'était un petit complot contre moi. L'histoire des tuberculoses traitées avec des protocoles sauvages. Il y en a qu'un qui le dit, bien que toute la presse soit enchantée de dire que on faisait du traitement sauvage de la tuberculose dans les HU. D'ailleurs, il n'y a pas on traite pas. C'est dans l'assistance publique de Marseille qu'on traite les gens. C'est pas dans les HU. Les HU, c'est une fondation qui finance essentiellement des étudiants, du matériel. C'est pas et qui organise les soins d'une manière qui est collective. Je vous donnerai des aspects collectifs. Depuis 8 mois qu'on nous persécute avec 8 inspecteurs pour trouver ça, je vous dirai ce qu'ils ont trouvé, et je vous montrerai que le dernier point sur lequel ils attaquent, qui fait encore le bonheur des uns et des autres, est le même point, ce qu'ils trouvent dans François, qu'on peut reprocher au ministre, Monsieur Véran, à la directrice de la NSM et à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui est partie elle aussi, Madame Vidal. Donc ça veut dire, et puis probablement à
99% des gens qui ont fait au moins une publication, vous verrez qu'aucun n'a entièrement respecté la réglementation, parce que l'éthique est une chose, la réglementation en est une autre. La réglementation, là aussi, j'espère que une chambre de cette nature-là va empêcher cette prolifération maladive de lois et de règlements qui fait qu'on n'arrive plus du tout à travailler, parce que chacun a une opinion, veut rajouter quelque chose et change les lois tout le temps pour les rendre de plus en plus complexes et de plus en plus inapplicables. Donc l'éthique, c'est quelque chose dans lequel il manque d'ailleurs profondément quelque chose dans ce pays, c'est de dire, quand un malade vous sert de cobaye pour vous rapporter de l'argent, on doit lui dire. Ça, c'est dans la déclaration d'Helsinki, ça n'est pas exigé actuellement dans les CPP. Voilà, ça c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale, donc c'est un problème d'éthique. Après, l'usage des déchets, c'est-à-dire de ce que vous mettez à la poubelle, de le réglementer, c'est une histoire de fou, parce que depuis le droit romain, on sait qu'un déchet, c'est un déchet. C'est-à-dire ce que vous mettez à la poubelle ou ce que vous mettez dans les toilettes, ça n'appartient plus à personne. D'accord ? Et donc de faire toute une réglementation là-dessus, quelque chose qui n'est pas raisonnable. Il faut revenir à des choses qui sont saines, sauf si vous pouvez établir une traçabilité sur les déchets, c'est-à-dire faire de la génétique dessus, à partir du moment où ils sont abandonnés, c'est une loi en France, 75, à partir du moment où ils sont abandonnés, ils n'appartiennent plus à personne, sauf à celui qui les collecte. D'accord ? Donc, il faut arrêter avec cette espèce d'obsession des déchets, là, qui traduit une espèce de pathologie, la scatologie sociale, là, la maladie du déchet et de la crotte, c'est un truc qui est devenu complètement fou. Il faut s'arrêter. Le règlement, c'est le règlement. On peut dire aux gens, écoutez, non mais là, vous faites attention parce que vous avez mal interprété le règlement. Bon, vous avez mal interprété le règlement. Ça, c'est une chose. C'est pas tricher. C'est pas mentir aux malades, c'est pas se servir des malades pour autre chose que ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire pour être soignés, c'est d'une autre nature. Donc il faut pas mélanger l'éthique et le règlement. Il faut pas croire que le règlement est l'éthique. Alors, ces lois qui se sont multipliées partout en Occident ont créé maintenant des nouveaux métiers qui sont des gens qui font de l'éthique et qui n'ont jamais fait de recherche et qui disent « Ah, mais répondez-nous, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, on dit que vous avez fait cela ». Et qui atteint un niveau qui est complètement délirant, vous voyez. Donc attendez, il faut revenir à des choses raisonnables, hein. Les médecins sont faits pour traiter et pas pour dire aux malades au téléphone, je peux pas vous voir parce que vous êtes malade avec une maladie que je soigne pas. Et l'éthique, c'est une application de la morale à une société à un moment donné. Mais il faut pas oublier que c'est la morale quand même. Donc je crois que Jean-François Delfrécy, qui m'avait dit qu'il abandonnerait parce qu'il ne pouvait pas avoir à la fois la direction du comité d'éthique et celle du conseil scientifique, parce que l'un conseillait l'autre, et que si ça c'est pas un conflit d'intérêts, je sais pas ce que c'est totalement immoral, ça aussi, je m'excuse, hein. Je veux pas parler que de morale, mais très bien, maintenant il dit qu'il va abandonner le conseil scientifique et revenir, qui mette ça donc. Moi, je suis d'accord s'il m'interroge pour lui dire ce que je pense de l'éthique en France, et j'en pense beaucoup de mal. D'accord ? Particulièrement à cette saison-là, c'est-à-dire que le comité d'éthique ne devrait pas être constitué de gens qui ont passé leur vie à être payés par l'industrie pharmaceutique parce que c'est pas éthique. Voilà. C'est ce que je pense, et je le dirai. Donc j'espère qu'effectivement on va sortir de l'hégémonie de la pensée pour revenir à un monde normal dans lequel on débat. Tout le monde parle de démocratie, mais la démocratie, c'est le débat. Il faut qu'il y ait un côté et l'autre, il faut que les gens discutent et arrivent à un accord sur quelque chose qui est raisonnable et pas sur l'opinion de celui qui a les ficelles à un moment donné. Voilà, donc je suis content à chaque fois qu'on revient à un système qui est balancé, dans lequel il y a des contre-pouvoirs, eh bien je suis content. Voilà. Et donc j'espère que ces contre-pouvoirs, d'ailleurs je pourrai en bénéficier avec la justice, je trouve que ça va très lentement. Quand il s'agit de moi qui porte plainte, ça va très lentement. Quand il s'agit des autres qui veulent m'embêter, je trouve que ça va très vite. Donc j'espère que c'est par hasard, mais je voudrais bien qu'on revienne à un mécanisme fonctionnel, c'est-à-dire on n'a pas le droit plus de m'insulter, de me menacer, de raconter des horreurs sur moi sans que je puisse me défendre. Donc je pense que c'est très important de sortir vraiment de l'hégémonie. Pourquoi l'IHU a-t-elle été victime de tant d'hostilité ? Elle a été victime d'autant d'hostilité parce que les propositions qui ont été faites à l'IHU étaient des propositions qui ne répondaient à aucun marché, gagnaient pas d'argent, et que ça marchait. Donc, si ça n'avait pas marché, d'ailleurs, la chose sera arrêtée depuis très longtemps. Mais je montrais des données, vous voyez. Là, c'est la mortalité tout au long de la crise, vous voyez, dans l'IHU, dans le CHU de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône et dans la France, vous voyez. Et ça, c'est que des données de l'INSEE. Les gens
qui lutte contre ça, on a les plus grandes difficultés, y compris à publier ça, parce que l'hégémonie, c'est l'hégémonie. C'est-à-dire que ça tient, le pouvoir tient en très grande partie maintenant sur l'industrie pharmaceutique et la santé. Y compris les journaux qui sont devenus des affaires commerciales pures et simples. Alors, il y a très peu de journaux qui sont maintenant des journaux académiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des machines à argent extraordinaires, comme Elsevier ou Springer, donc c'est des sociétés colossales, c'est des multinationales d'une puissance extrême, qui ont les mêmes capitaux d'ailleurs que ceux de l'industrie pharmaceutique, c'est les mêmes. Enfin, au bout d'un moment, peut-être que c'est être complotiste, d'être lucide, mais moi ça me gêne pas du tout. Mais donc moi, puisque j'ai ces inspecteurs là qui sont là depuis novembre, je leur ai dit écoutez, puisque vous êtes là à inspecter, vous voulez pas vérifier que les données que nous publions sont exactes, parce que c'est très facile, puisque c'est l'assistance publique. Vous regardez les gens qui ont eu un diagnostic de Covid et ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, il ne faut pas regarder nos dossiers à nous, vous regardez l'INSEE. L'INSEE collecte tous les morts. Donc vous prenez tous les noms des gens qui sont passés chez nous, vous regardez tous les noms des morts dans les 3 mois, et vous savez qui est mort et qui est pas mort. D'accord ? Et nous, c'est ce qu'on a fait là. Et je leur ai dit, mais vous voulez pas? Alors, les gens de la NSM m'ont dit, non, c'est pas notre métier. Je leur ai demandé. Moi, je vous promets, il suffit de me dire que c'est pas vrai, et puis on verra bien, hein. Et puis j'ai demandé ça aussi à la mission de l'IGAS, en disant, écoutez, c'est votre métier. Écoutez, si vraiment, en réalité, ce que vous me reprochez, c'est de dire que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine permet une amélioration du pronostic. Vous n'avez qu'à vérifier que c'est vrai. C'est pas compliqué. Mais vous savez, là, comme maintenant, il y a 34 000 malades, comme quand vous verrez sur les plateaux télévisés, les gens disent « Oh, mais ils mentent, non, mais c'est pas vrai, non, mais ils tiennent pas compte. » Très bien. Maintenant, aujourd'hui même, on a un huissier plus un informaticien extérieur qui vont valider toutes nos données pour dire « Écoutez, voilà, je valide, l'huissier, un officier de justice valide que tout ce que nous avons mis dans nos données est exact. » Et ces données seront disponibles pour tout le monde, comme toutes les données de ce que nous avons publié sont disponibles pour tout le monde. Tout le monde peut venir les consulter. Ce qui n'est pas le cas des données des autres, parce que nous, on demande aux autres, donnez-nous vos données, qu'on les analyse nous aussi. Puisque très souvent, on voit une discordance déjà simplement entre le résumé et les données, qui sont souvent cachées d'ailleurs dans les matériels supplémentaires, pour que l'abstract dise, écoutez, il n'y a pas de différence, et en réalité, il y a 50% de morts en moins. Mais la différence n'est pas significative. C'est-à-dire, on a fait un test statistique qui dit, écoutez, il y a une différence, mais il ne faut pas en tenir compte. Mais on n'a pas le droit. Il faut dire, c'est différent, mais statistiquement, on ne peut pas le démontrer. D'accord ? C'est pas du tout la même chose. C'est un mensonge de dire qu'on n'est pas différent. Différent, on ne peut pas réinventer la définition de différent. Différent, ça veut dire que c'est pas pareil. Et donc, si dans un abstract... Et donc, la plupart des articles français qui ont analysé l'hydroxychloroquine ont mis dans l'abstract, ça n'est pas différent, et vous regardez dans la réalité, c'est différent. D'accord ? Mais après, comme pour que les chiffres magiques qui sont utilisés pour dire que c'est significatif nécessitent d'avoir un nombre suffisant, comme ce nombre n'est pas atteint, parce qu'ils ont fait des études trop courtes, qu'il n'y a pas assez de malades, ils disent que ça n'est pas différent. Ça n'est pas que ça n'est pas différent, c'est qu'ils ont fait un mauvais travail qui est insuffisant pour mettre en évidence une différence de 30 ou de 50% sur la mortalité, ce qui est colossal. Aucun d'entre nous ne veut rentrer dans un groupe dans lequel il a 2 fois plus de chances de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'a pas le droit de dire que c'est pas différent. On n'a pas le droit. C'est immoral aussi. C'est devenu des statistiques immorales. Donc, voilà la différence. Et vous voyez que tout le long, à part un moment où on était particulièrement, on nous envoyait plus particulièrement les gens très vieux pendant cette période-là, bien, vous voyez que pendant toute cette période, la mortalité des gens hospitalisés, d'accord, c'est sur 4000 personnes, hospitalisés, eh bien, a toujours été inférieure dans l'IHU, et en particulier au début où personne ne s'occupait de rien. Et nous, on s'occupait déjà des malades. D'accord ? Alors, avec quoi on les a traités ? Eh bien, les gens qui étaient, ça c'est les gens qui étaient ambulatoires, vous voyez, donc ça c'est le travail vraiment de Mathieu Million et de Hervé Tissot-Dupont avec hydroxychloroquine et azithromycine pour l'essentiel, et ce qui entraînait une diminution de la mortalité que vous voyez ici, qui est très significative, c'est-à-dire ça c'est la mortalité, c'est le 1, c'est-à-dire si on ne traite pas les gens, voilà leur taux de mortalité, c'est le taux de mortalité normal, et si on les traite, voilà ce qui se passe. Vous avez une diminution du risque de mortalité, de la mort qui est absolument considérable. Il y a 5 fois moins de morts si vous les traitez que si vous les traitez pas avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine.
Voilà ce qui irrite les gens particulièrement. Ensuite, chez les gens hospitalisés, les choses deviennent plus compliquées parce que, en particulier, cette espèce de folie qui a été qui n'a pas cessé d'augmenter sur la toxicité présumée du médicament le plus prescrit du monde, a emmené qu'il y a eu, en particulier chez les plus jeunes, de plus en plus de réticence à utiliser l'hydroxychloroquine chez les gens qui étaient un peu vieux, chez les gens qui avaient des petites anomalies électriques, chez les gens qui prenaient un autre médicament, parce que nous sommes poreux comme les autres. C'est pas une dictature ici. Les gens, on leur interdit pas de faire ceci, on interdit pas de faire cela. Et donc, on voit au début, tout le monde prenait et prescrivait l'hydroxychloroquine, et petit à petit, ça a diminué. En particulier, ça a été remplacé beaucoup par l'ivermectine, un peu par la corticothérapie, vous voyez. Et donc, ça veut dire simplement, on est un endroit hétérogène. L'idée que l'IHU, c'est Didier Raoult, et que je définis le traitement de chacun des malades, y compris ceux qui auraient la tuberculose, c'est du délire ardent. Hein. Ici, c'est plein de médecins. Chacun a sa liberté médicale, et s'il veut pas prescrire quelque chose parce que ça ne fait pas l'objet d'une recommandation générale, mais parce que ça fait l'objet d'une recommandation locale, il le fait ou il le fait pas. Donc on vit pas dans une dictature, on vit ici avec des gens normaux, des médecins normaux qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent en essayant. Et bien entendu, nous sommes une source d'information. Moi, je suis une source d'information, mais il y en a bien d'autres. Tout le monde a une opinion sur tout, comme on l'a bien vu, et donc ces traitements ont été modulés au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc voilà. Un des premiers points, c'est que il n'y a pas l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ne sont pas un miracle qui permet de guérir 100% des gens, mais vous savez, la maladie infectieuse, des miracles de cette nature, il y en a très peu. Hein. Moi, j'en connais très peu, en particulier l'infection aiguë. Hein. Ça dépend du moment où vous les traitez, ça dépend du terrain. Il y a des gens qui meurent avec le virus du rhume, le rhinovirus, quand ils ont 95 ans, qu'ils attrapent ça, il y en a qui meurent. Il y en a eu encore un cette semaine. Oui, c'est comme ça. Donc vous pouvez pas garantir que vous allez guérir 100% des gens. Le principe, c'est de regarder si, en moyenne, ça diminue le risque de mortalité ou le risque d'hospitalisation. Et nous, dans les conditions dans lesquelles on les prescrit, pas tout seul, hein. Vous voyez, par exemple, on met des anticoagulants pour éviter que les gens fassent des embolies, on met, il y en a qui rajoutent du zinc, d'autres qui le rajoutent pas, voilà, donc c'est l'ensemble de ces éléments arrive à faire qu'on arrive à traiter les gens et que leur mortalité vérifiée par que des sites nationaux est inférieure à celle des autres endroits, donc ça veut dire qu'on a bien soigné les gens, on soigne correctement les gens ici, et il y a d'ailleurs là aussi une discordance absolument considérable entre les gens. Moi, quand je me balade à Marseille, les gens m'adorent, me saluent, me disent bonjour, et la presse, c'est-à-dire ici la Provence, qui n'arrête pas de me cracher dessus. Donc vous voyez qu'il y a quand même là un vrai problème, c'est-à-dire que quand on a une presse qui n'est plus du tout représentative de la réalité, il y a quelque chose qui pose un problème. Donc j'espère, effectivement, je regrette, hein, quand il y avait la presse aussi, et la diversité, quand il y avait une presse qui était d'un côté les socialistes traditionnels et de l'autre le méridional, vous voyez, à Marseille, eh bien, il y avait plus, en dépit du fait qu'elles appartenaient toutes les deux à notre maire de l'époque, Monsieur Gaston Defferre, il y avait plus de débats, il y avait plus d'accès à la connaissance qu'avec un monopole qui est extrêmement orienté. Et donc, si celui qui est responsable du domaine dans lequel vous travaillez vous déteste, vous êtes empoisonné du matin au soir. Voilà. Et aujourd'hui, que vous reprochez? Alors c'est très intéressant parce que, si vous voulez, est-ce que on peut échapper au fait que on fasse l'investigation d'absolument tout ce que vous avez fait pendant votre vie pour savoir si vous avez fait des erreurs? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, y compris dans l'Assemblée nationale. Mon Dieu, je serais bien étonné de ne pas avoir fait 3-4% d'erreurs dans les travaux que j'ai fait, parce que c'est... Mais, bien sûr, j'en ai fait beaucoup de travaux. Donc, si vous regardez ça, c'est sorti du Web of Science, c'est-à-dire des gens qui collectent toutes les citations et toutes les publications. Vous voyez que depuis le début de ma carrière, j'ai fait près de 3500 publications répertoriées dans les banques de données internationales, été cité 142 000 fois, et j'ai un H-index
ce qui est une mesure, un calcul de la puissance scientifique de 162, c'est-à-dire que j'ai fait 162 articles qui ont été cités plus de 162 fois. Voilà. Ça, c'est la mesure. Pour vous dire la vérité, personne n'a publié dans toute l'histoire, en France, autant de papiers que moi. Ça n'existe pas. Et sur le nombre de citations ou sur le H-index, dans les gens qui ont une activité scientifique de ces dernières années, il n'y a qu'une personne. Il y a 3 méthodes de classification. Ça, à chaque fois, il n'y a qu'une personne devant moi, mais je suis la seule qui soit 3 fois dans les 2 premiers. Donc, vous pouvez en trouver des choses à dire. Là-dessus, si vous disséquez les 3400 publications que j'ai faites, je vous assure que, bien entendu, vous allez trouver des erreurs. Il y a des chiffres qui, parfois, correspondent pas, parce que tout ça, c'est de l'activité humaine. Personne ne peut échapper à faire des erreurs. Mais c'est intéressant, parce que les gens qui m'ont harcelé ces dernières années, on va voir ce qu'ils font. On va regarder. Normalement, la science est jugée ce qu'on appelle par les pairs, c'est-à-dire des gens qui sont de votre niveau. Alors là, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui publie autant que moi. Mais enfin, on pourrait trouver... Allez, si on trouvait quelqu'un qui a publié, 10 fois moins que moi. Bon, on les a pas. 100 fois moins que moi. D'accord, parce qu'on les a. On les a pas. Donc, c'est les gens qui peuvent m'expliquer comment on fait la science, c'est les gens qui ont publié moins de 100 fois moins que moi. C'est pas beaucoup, quand même. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, par exemple, on a la dame de la NSM. Là. Donc, je sais pas, François a trouvé que parmi ses rares publications, parce qu'en tout, elle a fait 7 publications. Vous voyez, son H-index, c'est de 3. Elle a été citée 20 fois dans toute sa vie, cette dame. D'accord? Et là-dedans, ils ont quand même réussi à trouver qu'il y avait une des publications où elle est faite, où elle n'avait pas déclaré qu'elle avait présenté ça au comité d'éthique de l'époque, qui s'appelait les CCPRB. D'accord? Donc, ce qu'elle me reproche là maintenant, sur mes 3500 publications, elle, sur ces 7 publications, elle a fait au moins une fois. D'accord? Après, on va prendre M. Véran. Ouais. M. Véran, il a fait un peu mieux, il a fait 8 publications. D'accord? Cité 55 fois, avec un H-index de 3. Ouais. Alors, donc, c'est eux qui vont m'expliquer ce que c'est la science, vont m'expliquer ce que c'est les maladies infectieuses, m'expliquer comment on traite les angines. Vous voyez, c'est intéressant. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte du monde dans lequel vous vivez, là, maintenant? Et donc, ce ministre-là, on a regardé aussi, et François a trouvé aussi une publication sur les épilepsies, un travail prospectif sur lequel il n'y a pas mention qu'il a consulté le comité d'éthique de l'époque, qui était le CCPRB. D'accord? Donc, c'est la même erreur qui me reproche qu'on envoie dans Mediapart, le monde entier, en disant, regardez, M. Raoult ne respecte pas l'éthique parce que il a interprété le règlement en disant que c'était le numéro 3 plutôt que le numéro 2. D'accord? Mais eux aussi, ils ont fait ça, mais la différence, moi, ils ont trouvé un sur 3500, parce que moi, j'en trouve un sur 7, quand même. Vous voyez? Donc, tout ça, et notre ministre de la Recherche a fait un peu plus, elle a fait 23 publications, donc elle a H-index à 14, vous voyez? Ça fait bien longtemps qu'elle fait plus de publications, vous voyez? Et dans ces publications, quand même, la première que vous voyez apparaître, c'est un papier qui est rétracté, c'est-à-dire on a dû enlever le papier parce qu'on lui a dit vous vous êtes trompé dans une figure que vous avez mise. Est-ce que vous pouvez nous montrer la figure parce que on a l'impression que c'est une figure qui est dupliquée. C'est pas la vraie figure. Alors comme ils n'ont pas pu fournir la vraie figure, le papier est enlevé. Vous pouvez le vérifier tout ça. Hein. Donc attention, il faut être prudent là. Si on commence à faire la curée sur tous les gens qui publient pour savoir s'ils ont fait des erreurs et qu'on crucifie tous les gens qui publient, vous savez, on va en crucifier quelques-uns. D'accord? Donc il faut arrêter. Il faut revenir sur Terre, là, hein. Il faut pas déterminer des missions dans le but de flinguer les gens, mais dans le but de voir si c'est réel ou pas réel. Moi, je suis très intéressé pour que les gens regardent si nous, dans notre analyse des données massives que nous sommes les seuls à avoir sur le Covid, on s'est trompé ou on s'est pas trompé. Très bien, on peut se tromper. J'accepte parfaitement l'erreur. J'ai fait tellement de choses dans ma vie que si dedans on me dit qu'il y a quelques trucs qui étaient des erreurs, ça m'empêchera pas de dormir. Hein. Mais ça, c'est une tentative de décrédibilisation. Peut-être que c'est une tentative de décrédibilisation pour décrédibiliser mon témoignage dans le cadre de l'affaire du Covid auprès de la Haute Cour de justice. Je sais pas. Peut-être que je deviens paranoïaque à force d'être persécuté. J'en sais rien. Mais en tout cas, je vous dis, voilà, les gens qui me harcèlent rapportent des choses qui leur est arrivé, en dépit du fait qu'ils ont fait
un peu moins de 100 fois moins de travaux scientifiques que moi. C'est une échelle. 100 fois moins, d'accord. 100 fois moins. C'est une échelle, quand même. Donc, il faut arrêter. Il faut redevenir raisonnable. Il faut demander, si vous voulez vraiment savoir quelle est la pertinence scientifique des gens, il faut demander à des gens qui ont une idée de la science, pas qui rapportent des bruits de couloir ou des idées reçues aussi déraisonnables que celles que a rapporté Flaubert. D'accord ? Donc, revenons un peu sur Terre, là. Et quant à avoir des opinions très fortes, il faut que les opinions très fortes soient basées sur des gens qui ont des connaissances très fortes. D'accord ? Des sachants. Pas des copains. D'accord ? Sinon, on arrive à des situations qui deviennent surréalistes. Et donc, il y a un vrai danger. Il y a trop d'argent dans ce monde pour la santé. Il y a un argent fou. C'est vrai que la France est un des pays qui dépense le plus d'argent pour la santé, avec des résultats, avec un des pays qui a le moins de médecins, qui s'est pas préoccupé de former des générations. La France manque de médecins, la France paye mal ses médecins, paye mal ses infirmières, et nous sommes au début d'un désastre médical, parce que le problème n'est pas celui d'imposer les nouvelles molécules pour soigner dans ce pays. Le problème, c'est de soigner les gens avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnels de soins qui soient suffisants, qu'on arrête de brutaliser et de pénaliser. Les gens qui ont été foutus dehors parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, il y en a qui reviendront jamais, parce qu'ils ont refait leur vie autrement, parce qu'on les a traités d'une telle manière qu'ils ne veulent plus revenir. Et ceci n'avait pas de sens scientifique. Aucun sens scientifique. Maintenant, tout le monde sait que ça n'évite pas la contagion, et c'est même pas sûr que ça évite, quand on regarde les données que nous avons, ça évite la gravité d'une manière significative, y compris chez les gens âgés. D'accord ? Donc, il n'y a pas de raison de punir à ce point les gens par la certitude qu'on a raison, quand les faits démontrent que c'est aussi faux. Et pour vous parler d'hégémonie, d'ailleurs, c'est une des meilleures surprises que j'ai eues, c'est on a enlevé une de mes présentations de YouTube où je disais que manifestement, les données qui apparaissaient ne montraient pas que le vaccin protégeait de la nouvelle épidémie. C'était en Angleterre et en Israël, ce que tout le monde sait depuis. Il suffit de regarder les données. Les données que je donne, elles sont vérifiables. Hein. Il suffit de regarder les données. Mais on n'avait pas le droit de dire ça. Il y avait déjà les fact-checks, je sais pas quoi, Le Monde, AFP, qui disaient mais non, c'est pas vrai. Simplement, j'ai l'habitude d'observer les choses. J'ai vu le début de la courbe. Au moment où elle commençait, la courbe, il s'est bien passé ce qui se passait. Vous pouvez tous le regarder. Vous tapez Johns Hopkins Covid et vous regardez pays par pays ce qui s'est passé, dose de vaccin par dose de vaccin, ce qui s'est passé. Et puis vous verrez que le contrôle de l'épidémie, comme le dit maintenant l'OMS, ne se fait pas par ce vaccin. C'est comme ça. Voilà. Il est possible que ça protège les gens les plus fragiles. En tout cas, ça justifie pas qu'on prenne des mesures aussi extrêmes vis-à-vis de professionnels du soin au nom d'une idéologie. C'est une idéologie, c'est pas vrai. Ça n'empêche pas la contagiosité, c'est pas vrai. Et donc, il faut arrêter de punir les gens au nom de l'idéologie grâce à une hégémonie sur les décisions. Et donc, je suis content qu'on puisse avoir une balance dans les opinions, une balance dans les pouvoirs politiques, de manière à ce que on sorte d'une période d'hégémonie qui n'est pas basée sur une base suffisamment robuste pour pouvoir être acceptable. Merci beaucoup.